Il est 19h tout juste sur Radio Classique. « 19h-20h avec Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. » Bonsoir à tous. Après le journal de Béatrice Modine et après 24 ans en Europe avec Hugues Baudouin, vers 19h15, ce sera le grand débat. Jean-Sébastien Ferjou face à Éric Lézère. À partir de 19h30, la page culture avec mes invités, Sylvie Baumel pour son livre Pénélope et Cathy Galliègue, auteure d'un premier roman intitulé La nuit je mens. Élodie Fondacci viendra nous parler d'un festival inédit consacré à la mode, en ce moment à la Gaîté Lyrique, et Philippe Gau nous présentera l'actualité culturelle numérique. Mais tout de suite, c'est donc le journal avec Béatrice Modine. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. 3,2% de déficit public prévu cette année. Le dérapage budgétaire est dénoncé par la Cour des comptes et par le nouveau gouvernement. Le discours du président Macron à Versailles lundi est boycotté par une partie des députés. Et puis la rue de Rivoli à Paris sera à une seule voie l'an prochain. Priorité est donnée au vélo. Radio Classique. Nous commençons par ce constat implacable de la Cour des comptes. Et oui, le déficit public devrait donc déraper à 3,2% du produit intérieur brut cette année. Dans un audit, les sages mettent en cause le quinquennat précédent, pointant des textes entachés d'insincérité. Édouard Philippe, le Premier ministre, a dénoncé cette situation. Nous héritons d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. C'est inacceptable. Je souhaiterais que les Français mesurent l'ampleur de ce dérapage. C'est comme si le gouvernement précédent avait construit un budget en oubliant celui de la justice. C'est presque 3 fois le budget de la culture. 8 milliards d'euros de promesses non financées, 8 milliards d'euros de chèques en bois. Le Premier ministre Édouard Philippe, on le comprend, les marges de manœuvre seront réduites pour redresser la situation, d'autant que Bruxelles met la pression, Éric Mauban. Oui, la Commission européenne a déjà par 2 fois fait preuve de clémence en accordant à la France un délai de 2 ans pour atteindre l'objectif d'un déficit de 3% du PIB. Pour respecter cet engagement, l'État va devoir tailler dans les dépenses et conserver certaines recettes. L'effort à fournir sera particulièrement important sur 2018. L'année prochaine, il faudra composer avec une baisse de recettes décidée sous le mandat de François Hollande. Il est prévu une amélioration du CICE et une baisse de l'impôt sur les sociétés. Au chapitre des dépenses, l'horizon est tout aussi sombre. La masse salariale va bondir du fait de l'accord passé sur les carrières des fonctionnaires. Il faudra aussi assumer des dépenses supplémentaires dans la défense et l'assurance maladie. Dès lors, la résorption du déficit public s'annonce complexe. Elle pourrait obliger Emmanuel Macron à différer des coupes dans certaines recettes et à renoncer à des promesses annoncées lors de la campagne présidentielle. Une perspective bien embarrassante pour Édouard Philippe à quelques jours de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Voilà, et en réaction au rapport de la Cour des comptes, l'ancien ministre des Finances, Michel Sapin, et son secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, affirment avoir fait preuve de sérieux, rejetant les accusations d'insincérité. Et avant le discours du Premier ministre dont parlait Éric Mauban, l'annonce d'un congrès lundi prochain a toujours du mal à passer dans la classe politique. Oui, le président s'exprimera à Versailles devant les 2 chambres du Parlement. Certains critiquent donc la date choisie, la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. D'autres, le principe même du congrès, à tel point que plusieurs parlementaires ont annoncé qu'ils boycotteraient ce rendez-vous, Augustin Lefebvre. Oui, à titre individuel, certains élus écologistes et socialistes ont choisi de ne pas se rendre à Versailles lundi. Plus étonnant, 2 constructifs de l'UDI, pourtant prêts à soutenir le gouvernement, ont également décidé de boycotter, Jean-Christophe Lagarde et Philippe Vigier. Ce dernier estime qu'il y a un problème de calendrier. Je n'irai pas pour une raison simple, c'est que le lendemain, il y a le discours de politique générale du Premier ministre. Le Président de la République nous convoque quand il veut, il a toute latence pour le faire, à tout moment. Il a prévenu hier après-midi que lundi, il allait s'exprimer devant nous, alors que le discours du Premier ministre est le discours fondateur. Donc je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait ces 2 discours qui s'entrechoquent à 24 heures d'écart. Le groupe de la France Insoumise a lui décidé qu'aucun de ses 17 députés n'assisterait au Congrès. Leur président Jean-Luc Mélenchon est en colère contre la réforme du Code du travail, contre la répartition des postes à l'Assemblée et contre ce qu'il appelle la dérive pharaonique du président. Nous n'irons pas et nous alertons les Français. Est-ce pour ça que vous avez voté ? Est-ce que c'est ça que vous vouliez comme renouveau de la politique que de voir quelqu'un qui était déjà un monarque plein de pouvoir se transformer en un pharaon. Les Insoumis seront rejoints par les communistes qui veulent manifester à Versailles lundi. Les parlementaires du Front National et les Républicains, eux, assisteront bien au Congrès afin de respecter les institutions.
Voilà, et colère des centristes après l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale, issus de la majorité REM et MoDem. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a annoncé le dépôt d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Quant à Emmanuel Macron, il a expliqué sa décision d'inviter Donald Trump à assister au défilé du 14 juillet. Oui, depuis Berlin, où il prépare le prochain G20, il a appelé à ne pas rompre avec les États-Unis ni isoler le pays sans pour autant cacher les désaccords. Je considère qu'il faut continuer un dialogue intense avec les États-Unis. Et ce 14 juillet sera aussi l'occasion de fêter les 100 ans de l'intervention américaine lors du premier conflit mondial. Et je pense que c'est très important parfois de savoir partager des désaccords, de ne rien céder quand on pense qu'on défend une position juste, qui est notre cas collectivement sur le climat, mais de ne pas pour autant rompre les discussions et arrêter les relations fortes, intenses et indispensables à certains équilibres mondiaux. Emmanuel Macron qui a publié aujourd'hui sur Twitter son portrait officiel, une photo prise dans son bureau. Le président de la République apparaît encadré par les drapeaux français et européens. Et puis l'affaire Grégory et l'audition de Muriel Boll par la juge a été retardée. Elle a fait un malaise après avoir été transférée à Dijon. Elle a dû quitter la cour d'appel dans une ambulance des pompiers. Elle risque une mise en examen. En 1984, elle avait livré un témoignage accablant son beau-frère Bernard Laroche, le premier suspect de l'affaire. Radio Classique. Le numéro 3 du Vatican a été inculpé pour crime sexuel dans son pays natal, l'Australie. Oui, le cardinal Pell, 76 ans, est accusé de faits datant des années 70 et 80 en Australie, du temps où il n'était que prêtre. Aujourd'hui, il est ministre de l'économie du Vatican. Il a annoncé son intention de rentrer en Australie pour se défendre. Écoutez Christophe Henning, il est spécialiste religion de l'hebdomadaire Pèlerin. C'est sûr que le fait que ce soit un haut dignitaire du Vatican, ça montre deux choses. D'abord que dans l'Église, ces actes qui sont tout à fait condamnables sont commis aussi bien par des personnes de grande responsabilité que des personnes de moindre importance, d'une part. D'autre part, ça veut dire aussi que même le numéro 3 du Vatican n'est pas exempt de devoir rendre compte devant la justice et la justice des hommes pour commencer. Donc je trouve que c'est plutôt un bon signe. Alors en même temps, il faut bien noter qu'effectivement, le cardinal Pell, c'est un cardinal qui a une grande autorité, une forte personnalité, qui est responsable des finances du Vatican, donc grand argentier, un homme à la fois de confiance du pape François et en même temps un homme qui est reconnu dans l'Église comme étant plutôt conservateur, donc pas tout à fait dans la ligne du pape François. Christophe Henning, spécialiste religion de l'hebdomadaire Pèlerin, avec Estelle Dautry. Toujours à l'international, les forces irakiennes annoncent avoir repris la mosquée Al-Nouri à Mossoul, là où le chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, s'était exprimé en 2014 lors de sa dernière apparition publique connue à ce jour. Cela marque la fin de l'État djihadiste, a affirmé le Premier ministre irakien. Et puis à destination de nos auditeurs parisiens, mais pas uniquement, parce que tout le monde, ou beaucoup connaissent en tout cas les rues de Rivoli et Saint-Antoine à Paris, eh bien la circulation dans ces rues va être complètement bouleversée. Et oui, puisqu'il y aura une voie unique pour les voitures l'année prochaine, la file de gauche deviendra une piste cyclable à double sens, large de 4 mètres. Cette transformation fait partie du plan vélo voté en 2015 qui prévoit 80 km de bande cyclable. Une annonce qui irrite déjà de nombreux automobilistes, motards et usagers de scooters, comme l'a constaté Vincent Lefebvre pour Radio Classique. Une file de voitures de 200 mètres. Samuel arrête sa voiture au feu rouge. Pour ce chauffeur de taxi, la suppression d'une voie de circulation rue de Rivoli, c'est une très mauvaise nouvelle de plus. Pour le taxi, ça va être dur. On est embêté avec la voie Sauberge, maintenant la rue de Rivoli. Maintenant, on se demande à quoi s'attendre, quoi. En ce moment-là, il y a des bouchons de plus d'1 heure dans Paris. Même chose pour Abdel, chauffeur-livreur. Il emprunte tous les jours cet axe pour se rendre rue de l'Échelle. Plus de bouchons à prévoir, synonyme de coûts portés à son activité professionnelle. Je mets à peu près une demi-heure. Alors si vous mettez une seule voie, ça va être 2-3 heures. Avec une seule voie comme ça, je suis obligé de livrer moins de clients en fait. Également en jeu, la sécurité des deux roues. Philippe slalom à moto entre les voitures pour se frayer un chemin. Avec une seule voie de circulation, il devra faire encore plus attention. Faute de pouvoir circuler, les gens passent de voie de bus, font ce qu'ils peuvent, quoi. Ça bouge dans tous les sens. De son côté, Eric est excédé par une décision qu'il estime aberrante. Radio Classique, 24 heures en Europe, avec Hugues Baudouin. Hugues Baudouin qui est toujours à Bruxelles. Bonsoir Hugues. Bonsoir Patrick. Après 4 mois de négociations, unionistes et républicains nord-irlandais échouent à nouveau à former une coalition.
Oui, les frères ennemis ont obtenu cet après-midi 4 jours supplémentaires pour négocier un accord de gouvernement. Londres avait déjà fixé un premier ultimatum pour aujourd'hui, 16h. Le gouvernement britannique accorde aux frères ennemis une dernière chance en cas de nouvel échec. Le ministre chargé de l'Irlande du Nord a prévenu que Westminster déciderait soit d'administrer directement la province nord-irlandaise ou de convoquer de nouvelles élections. Les deux parties sont contraints de s'entendre en vertu des accords de paix de 1998. Le pouvoir exécutif à Belfast doit être partagé à parité entre les unionistes fidèles à la couronne britannique et les républicains du Sinn Féin. Les discussions achoppent notamment sur le statut de la langue irlandaise en Ulster. Les républicains exigent un statut officiel pour le gaélique afin de renforcer l'identité de la province. Les unionistes s'y opposent officiellement pour des motifs financiers. La mesure coûterait 100 millions de livres par an, mais surtout pour une question de principe. Les Allemands relancent la bataille du siège du Parlement européen. Oui, l'attaque est d'autant plus surprenante qu'elle est menée par le meilleur allié de la France. Il est probable néanmoins qu'Angela Merkel ait donné son accord à cette opération commando menée par quelques députés conservateurs allemands contre Strasbourg. Plusieurs élus CDU ont en effet profité du débat sur le prochain déménagement des agences européennes situées au Royaume-Uni pour proposer que l'une d'entre elles, a priori l'agence du médicament, soit accueillie à Strasbourg en lieu et place du Parlement européen. Une initiative qui a provoqué la colère des élus français hier soir au cours d'un échange pour le moins houleux. Les élus français ont menacé de claquer la porte du groupe conservateur si cette question devait faire l'objet d'un vote. Paris estime que la question du siège strasbourgeois n'est pas négociable. Strasbourg n'est de surcroît pas candidat pour accueillir l'agence européenne du médicament. C'est Lille qui a été choisie par le gouvernement français. Ce pataquès va probablement affaiblir la candidature de la capitale des Flandres qui ne partait déjà pas favorite face à Copenhague ou Amsterdam. Merci Hugues Baudouin. Hugues, que nous allons retrouver tous les matins, désormais à 6h15 sur Radio Classique pour le Journal de l'Europe avec Renaud Blanc. Radio Classique, le grand débat du soir avec Patrick Poivre d'Arvor. Et avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico et Éric Lézère d'un autre site, Slate. Bonsoir Éric. Bonsoir. Alors justement, puisque votre spécialité c'est l'économie, Éric, grosse épine dans le pied de l'exécutif avec l'audit de la Cour des comptes sur les finances publiques. Conclusion brutale, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, le déficit 2007, donc de cette année, devrait atteindre 3,2% au lieu des 2,8% annoncés par le gouvernement. Et même 2,7 il n'y a pas encore très longtemps. Bon, ce qui représente quand même un dérapage, a dit le Premier ministre, de près de 8 milliards d'euros. D'abord, c'est quand même assez scandaleux de penser qu'on peut pas avoir confiance dans la parole d'un gouvernement, quel qu'il soit. Alors, ça va même plus loin que ça, il me semble. Parce que dans les mots de la Cour des comptes, il y a un mot qui est terrible, qui est insincère. L'insincérité des comptes, pour dire exactement les choses telles qu'elles sont, ça veut dire que les comptes ont été truqués. Volontairement, sciemment. Ça veut dire qu'il n'y a pas une surprise qui est venue, qui a modifié les comptes. Il n'y a pas, finalement, un mauvais calcul qui a été fait. Il y a sciemment une volonté de cacher la vérité. Pour un groupe privé ou pour une entreprise privée, des comptes insincères, ça peut mener devant les tribunaux. Donc, c'est quand même assez incroyable. Alors, on sait bien que dans les années électorales, notamment, les gouvernants au pouvoir lâchent un peu en se disant on arrivera toujours à rectifier les choses derrière. Là, on est dans quelque chose qui va un peu plus loin. Parce qu'en plus, on va dire, l'insincérité des comptes ou la dérive des comptes publics, elle a été soulignée par la Cour des comptes, elle a été soulignée par les experts depuis longtemps, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Le problème que ça pose au gouvernement aujourd'hui, c'est qu'une partie de ce qui avait été annoncé, une partie des réformes, une partie des dépenses, etc., ils vont être obligés de les retarder, et ils vont être obligés de donner un coup de vis dans les dépenses non négligeables pour tenter, on va dire, de préserver le peu de crédibilité qui reste à la parole française et à la parole budgétaire française. C'est quand même quelque chose d'important. Et pour donc l'ancien gouvernement. Maintenant, sur le nouveau gouvernement, Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'on peut imaginer qu'il décide de forcer le trait pour justement pouvoir commencer à annoncer aux gens, aux électeurs, aux citoyens, que ça va pas être si facile et qu'il va falloir faire des économies à peu près 8 milliards d'euros?
C'est un grand classique, puisque chaque quinquennat commence comme ça. François Hollande l'avait pas fait. On lui avait reproché d'ailleurs. Il aurait peut-être dû faire un audit. Il avait fait le même constat, mais il n'en avait pas tiré de conséquences, puisqu'il avait exprimé à l'époque le fait qu'il n'avait pas été élu pour promettre du sang et des larmes. Il avait augmenté les impôts, il n'avait pas baissé les dépenses. Le choc fiscal, c'est un souvenir. Mais il l'avait quand même pris en compte sans le faire, absolument, avec un choc fiscal redoutable en augmentant les impôts. Donc oui, ce gouvernement-là pourra l'utiliser probablement comme les autres avant lui l'ont fait comme prétexte pour justifier un certain nombre de renoncements. Maintenant, je pense que ce gouvernement-là va avoir un problème en particulier, puisque le positionnement est droite et gauche, ou ni droite ni gauche, en général, sur les questions fiscales ou budgétaires, il explose, parce que vous êtes bien obligé de faire des arbitrages pour savoir qui va payer. Donc là, ils ont commencé à dire que ce ne serait pas des hausses d'impôts, mais plutôt des baisses de dépenses. Mais lesquelles ? Parce que dans le programme d'Emmanuel Macron, justement, ça n'était pas très clair sur quelles dépenses ils entendaient revenir, y compris celles qui étaient déjà dans leur budget. Donc là, il y en a en plus à faire, ça va être une vraie question. Ce qui est assez redoutable, c'est de voir qu'ils vont probablement renoncer aux dépenses d'investissement public. C'est déjà ce qui a été fait pendant le quinquennat Hollande. C'est tragique parce que les euros d'argent public qui peuvent produire le plus de croissance, ce sont en général les euros qui sont investis dans les travaux publics et les infrastructures. Et juste une petite chose à ajouter sur ce sujet, ce qu'il y a aussi de très inquiétant, c'est qu'en fait la dérive budgétaire va s'accélérer en 2018. C'est-à-dire que, en gros, l'insincérité des comptes est liée au fait que, on va dire, des dépenses ont été mal calculées ou sous-estimées. Oui. On n'est pas dans des recettes sont moins importantes que ce qu'on imaginait. On a mis un peu sous le tapis des dépenses qui augmentent. Et elles vont continuer à augmenter. Les dépenses de sécurité et de défense vont continuer à augmenter en 2018. Et par ailleurs, l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires va avoir des conséquences plus importantes en 2018 qu'en 2017. Donc le gap doit grandir, et ça veut dire que ce que vous indiquiez, c'est-à-dire qu'il va falloir que le gouvernement coupe dans les dépenses, ça risque de devoir être brutal. Et Jean-Sébastien Ferjou, le gouvernement comptait beaucoup sur sa réforme du Code du travail pour relancer l'emploi, améliorer le pouvoir d'achat. Est-ce que finalement la priorité, ça va pas être d'abord de s'occuper de redresser les comptes sociaux, les comptes, tout simplement? Les deux calendriers vont se télescoper, puisque le calendrier sur les ordonnances, malgré tout, il reste calé sur la fin de l'été, sur le 21 septembre, là où le projet de loi de finances, c'est à l'automne. Après, Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas de collectif budgétaire, donc il ne voulait pas. Ce qu'on appelle un collectif budgétaire, c'est en gros, on refait une loi de finances rectificative en cours de route pour prendre en compte. On ajuste le budget. Que la réalité est changée entre cours temps. de route. Ouais. Donc après, moi je pense que cette promesse vendue sur la réforme du marché du travail, elle sera certainement très utile à la France. On voit bien qu'il y a un certain nombre de blocages qui ralentissent l'économie française. Maintenant, ça risque d'être un peu le sparadrap du quinquennat Macron, comme la promesse sur l'inversion de la courbe du chômage l'avait été pour celui de François Hollande, parce qu'il y avait aussi eu la promesse du 1 million d'emplois, vous vous souvenez, avec le CICE, à laquelle avait imprudemment souscrit d'ailleurs Pierre Gattaz, le patron du MEDEF à l'époque, parce que c'est le genre de promesses qui ne peuvent mécaniquement pas être tenues. La réforme du marché du travail, même si elle est bénéfique, ça n'est pas elle qui sera plus forte que le contexte macroéconomique mondial, et ça n'est pas à cause d'elle qu'il y aura ou pas plus de croissance en France. On pourra peut-être enrichir le contenu en emploi de la croissance, ce qui est très bien, mais c'est pas le moteur. En quelque sorte, c'est comme si vous améliorez l'aérodynamique de la carrosserie de votre voiture, mais c'est quand même pas le carburant. Ouais. Oui, mais il y a une autre logique derrière la réforme du travail, du marché du travail, qui est de prouver à nos partenaires européens, pour obtenir leur mensuétude ou leur compréhension ou leur aide, que la France est capable de se réformer. Ça fait 10 ans qu'on leur demande cette mensuétude, c'est très régulier. Voilà, mais l'arrivée de Macron a changé un tout petit peu la donne, et on arrivera peut-être à l'obtenir. Alors, pendant que j'y suis... Mais ça ne produira pas plus d'effets en termes de création d'emplois pour autant. Éric Lézère, parlons un peu politique, peut-être politicienne, puisque mardi, par exemple, tout le monde se félicitait du vent de fraîcheur qui soufflait sur l'Assemblée nationale, et puis depuis hier, avec les nominations présidence des groupes ou questeurs de poste de vice-président, on est quand même revenu à la bonne vieille politique politicienne qu'on a connue depuis la 4e République, non ? Alors, on a assisté au succès inattendu et d'une ampleur inattendue de Macron et de la République En Marche. Et là, on pourrait dire, c'est un peu lapidaire, mais en tout cas, on pourrait dire qu'on assiste à une petite ivresse du pouvoir. C'est-à-dire que tous les postes, quoi. Voilà, exactement. La nouvelle majorité parlementaire frais et moulue a eu beaucoup de mal à respecter, on va dire, les traditions et la logique de l'Assemblée, c'est-à-dire de laisser la place à l'opposition. Alors, il y a une tradition importante qui est respectée, c'est la présidence de la Commission des Finances, donc elle ira à Éric Woerth. Mais pour les questeurs, par exemple, normalement,
Là, on est dans un faux semblant, parce qu'on sait que Solaire fait partie des constructifs, et donc pas vraiment d'une opposition. Il y a, sur les vice-présidents aussi, il y a eu quelque chose. Non, en fait, le problème aussi est lié au fait que le président de l'Assemblée nationale a besoin de se rôder, et que manifestement, il est chargé de s'assurer qu'il y a une certaine répartition des pouvoirs entre la majorité et l'opposition. Il a eu du mal à le faire. Et puis, il y a aussi, quand même, parce que on va dire, c'est du politicien, vous avez raison, ce sont des micro-événements. L'événement important, c'est quand même la veille du discours de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée, la décision du président de convoquer le Congrès et de parler une journée avant. Là, on est dans quelque chose de sans précédent. Et quand on parlait d'ivresse du pouvoir, ça s'en rapproche. Il y a un discours de trop dans Jean-Sébastien Ferjou. Entre celui de lundi et celui de mardi, donc c'était assez étrange. Hier, à votre place, il y avait Christophe Castaner, donc porte-parole du gouvernement, qui expliquait que ça s'était déjà fait avec Mitterrand, etc. Non. Mitterrand lançait un appel, mais il n'était pas physiquement présent. Là, c'est autre chose. Il ne pouvait d'ailleurs pas. Non. S'adresser à l'Assemblée nationale. En effet, c'est une réforme initiée par Nicolas Sarkozy. Et donc, oui, à l'époque, il était obligé de faire lire un texte par quelqu'un. Il ne pouvait pas y être. Mais c'est un point qu'on a abordé, je crois, assez souvent à ce micro au cours de l'année. Enfin, il y a un problème de logique, de cohérence des institutions françaises. L'inversion du calendrier et le quinquennat ont de fait fusionné la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Le général de Gaulle et Michel Debré avaient pensé les institutions sur cet équilibre avec un président qui rencontrait les Français gérant plutôt le temps long et un Premier ministre gérant plutôt le temps court. On voit bien que là, c'est la même logique qu'essaye d'être à l'œuvre, mais dans le même temps et quasiment au même endroit et face aux mêmes personnes, ça ne marche pas. Donc c'est la prolongation de ce qu'Emmanuel Macron a voulu nous montrer, parce que je pense qu'il s'agit quand même beaucoup d'images. Dans le contexte budgétaire actuel, on pourrait même se poser la question, est-il bien raisonnable de dépenser 5 à 600 000 euros il y a un certain nombre de députés qui l'ont dit, oui. Parce que s'il veut vraiment s'adresser aux Français, il n'y a pas forcément besoin de le faire par le truchement des parlementaires. De toute façon, les Français vont le regarder à la télévision. Donc il peut y avoir une logique institutionnelle, mais si on doit faire des économie, celle-là aurait pu en être une, mais je pense que voilà, il y a un Emmanuel Macron. Radio Classique, les invités culture de Patrick Poivre d'Arvor. Page culture assez fournie comme tous les jours, et comme tous les jeudis par exemple, Philippe Gau qui va nous parler de l'actualité culturelle sur le numérique. Avec tout d'abord une application qui va permettre de suivre, malheureusement ce sont les 2 derniers jours du mois Molière, vous savez, cet événement théâtral qui se passe à Versailles, donc il reste 2 jours, il y a une application qui a été créée pour suivre de très près tous les événements qui s'y passent sur 21 sites, et puis je vous parlerai aussi, puisque ce sera l'actualité de la semaine prochaine, des grands discours de nos politiques et quelquefois de grands écrivains devant les députés. Ça va être intéressant. Et puis Elodie Fondacci, vous aurez 5 minutes pour essayer de me convaincre de ce qu'est votre festival. J'ai pour l'instant pas compris grand-chose. Je sais que ça se passe à la Gaîté Lyrique. Exactement. En fait, toute la réflexion, c'est comment est-ce qu'on va s'habiller demain, dans le futur. Quand je vous reverrai à la rentrée, est-ce que vous aurez une cravate qui s'allume en fonction de votre humeur? C'est la page culture, alors, ce soir. Oui, la page culture, c'est exactement. C'est une exposition qui se tient effectivement à la Gaîté Lyrique. Ça s'appelle le Look Forward Fashion Tech Festival. Je comprends pourquoi vous n'avez pas compris du tout. D'accord, on peut parler français. On peut parler français. En gros, c'est un salon prospectif sur la mode du futur. Bon, très bien. Écoutez, vous nous raconterez tout ça. Et puis, j'ai 2 invités. Cathy Galliègue pour son premier roman, un très beau roman qui s'appelle La nuit, je mens, publié chez Albin Michel. Et vous, Sylvie Baumel, pour ce livre, Pénélope, dont on ne peut pas dire que ce soit vraiment un roman, puisque la Pénélope en question, on la connaît, on l'a beaucoup connue dans l'actualité, on a eu un traité dans les journaux, mais on disait toujours l'affaire Pénélope. On disait Pénélope Fillon, ça, mais on ne sait pas trop qui est Pénélope Fillon. Alors, vous avez voulu vous intéresser à elle, sans l'interroger d'ailleurs. C'est un travail journalistique, mais en même temps plutôt psychologique. Voilà, c'est un travail... j'ai enquêté comme une journaliste, et c'est vrai que alors je l'ai pas rencontrée, j'ai demandé à la rencontrer, mais bon, elle l'a pas souhaité, ce que je pouvais imaginer, et donc c'est quelque chose que j'avais pas fait encore dans le livre, mais que je fais quelquefois dans des enquêtes. Je vais sur les lieux où vivent
ce personnage, en l'occurrence Pénélope. Je suis allée beaucoup au Pays de Galles, je suis allée dans la Sarthe. J'essaye de suivre ses pas. J'ai même rencontré son cheval. Enfin voilà. Et pas forcément pour faire l'enquête à la place des juges ou. Non, ce que je voulais, c'était mon point de départ est tout simple, c'est que j'étais passée comme beaucoup de gens de l'étonnement et de la nouvelle qu'on nous a assénée en se disant mais comment est-ce que cette femme est vraiment voilà, après à quelqu'un qui apparaissait en 3 jours après un peu comme une victime et je trouvais que tout ça était un peu outré dans un sens comme dans l'autre et voilà, moi j'aime bien comprendre les gens et puis je trouvais aussi que c'était très romanesque honnêtement, l'histoire de cette femme qui vraiment fait tout pour ne pas faire parler d'elle, qui veut surtout pas se faire remarquer et qui en quelques heures devient célèbre dans le monde entier, enfin son prénom en tout cas. Ça c'est violent, mais c'est la politique qui est violente. C'est la politique qui est violente, oui. Et alors, vous êtes arrivé, est-ce qu'on peut dire que vous êtes arrivé, parce que je vous ai lu comme ça quand même, avec une sorte de présupposé quand même? Non, vraiment pas. Y compris sur son effacement, en train de vous dire, moi, je sais que comme femme, j'aurais pas accepté cette situation-là. En gros, c'est ce qui transpire dans votre livre. Oui, j'avais peut-être un présupposé non, parce que vraiment je veux savoir et je suis pas, je vais pas prendre ce mot à la mode de bienveillant. Enfin, si je le prends, mais je pars pas avec l'idée d'être à charge, etc. Je suis prête à tout. D'accord. Mais après, sur ce sujet-là, sur ce sujet des femmes, non, voilà, je raconte tout au début. C'est vrai que j'ai eu une surprise tout à fait très vite. Alors ça m'a peut-être guidée. J'ai eu cette surprise de voir qu'on avait le même âge, à 2 jours près, elle et moi, et puis que quand même, elle avait toujours eu un rapport complexe au travail. Et voilà. Et donc du coup, c'est pas un présupposé, c'est quelque chose qui m'est apparu assez vite que le problème du travail pour Pénélope, c'est pas juste cette affaire de travailler ou pas travailler, fictif ou pas. C'est un peu le problème de sa vie. Et ce que je veux dire de beaucoup de femmes de sa génération qui ont hésité entre la vie professionnelle, les enfants, chacune a fait ses choix comme elle pouvait. Je juge pas, mais donc voilà. Je peux pas parler de présupposé, ça m'est apparu comme ça, ça s'est imposé à moi. Mais c'est vrai que c'est ma lecture. Vous avez eu des réactions de sa part ou de son entourage à la suite de la publication qui date d'il y a quelques jours, hein. Oui, d'une semaine maintenant. Donc j'ai pas eu. J'ai vraiment demandé jusqu'à une semaine avant la parution pour vérifier même quelques petites choses auprès de son avocat. J'ai pas eu de réponse. Est-ce qu'on peut dire, Sylvie Baumel, que dans ce livre qui s'appelle Pénélope, donc publié chez Lattès, il y avait le désir d'une forme de compassion, enfin, ou de part, ou en tout cas vous avez voulu comprendre, vous mettre à sa place. Non, pas de compassion, mais de comprendre une femme qui a envie de comprendre une autre femme. De temps en temps, ma sœur le prend pas très bien quand je dis ça, mais un peu comme une sœur. Bon, alors c'est peut-être là justement comme une sœur à laquelle on est prête à pardonner ou à réconforter. Une sœur qui a 2 jours de plus que vous. Voilà, de moins que moi. Voilà, donc le livre s'appelle Pénélope, il est signé Sylvie Baumel. Vous êtes journaliste par ailleurs. Oui, c'est ça. Dans quel média? J'ai travaillé beaucoup dans la presse économique, et depuis 3-4 ans, je fais plutôt des portraits de ce type-là, plutôt pour Vanity Fair, voilà. Cathy Galliègue, alors vous avez eu 25 métiers. Hein. Un petit peu plus. Mais c'est incroyable. Vous avez démarré préparatrice en pharmacie et puis vous avez fait plein de choses. Oui, je me suis pas mal perdue dans ma vie professionnelle, mais à chaque fois ça a été des expériences très 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 enrichissantes en fait, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et j'ai mis du temps. Enfin, je pense qu'en fait, je savais très tôt ce que je voulais faire, mais je le repoussais. Donc cette histoire d'écriture, elle était là depuis longtemps. Et vous avez attendu tout ce temps pour écrire votre premier roman, puisque c'est votre premier roman. Oui. Ça s'appelle La nuit, je mens. Oui. Tiré d'une du très beau texte de Bachung. Voilà, de Jean Fauque, interprété par Bachung. Sylvie Baumel qui opine du chef, parce que La nuit, je mens, c'est beau. Et en fait, la chanson, c'est pas le livre. Hein, ça vous a servi comme titre, mais c'est pas l'histoire du livre. Non, mais c'est vrai on a trouvé avec mon éditeur aussi que ce titre portait très très bien ce roman, parce de ce texte, on peut en faire différentes interprétations. C'est un texte poétique, donc la poésie, par essence, on l'interprète comme on le ressent et comme on le souhaite. Et il est question d'amour et de mensonge. Et ça nous semblait vraiment tout à fait correspondre. Et voilà, on s'est permis d'emprunter ce titre pour ce roman.
Vous dites à un moment donné que dans la chanson, il y a « J'ai fait l'amour, je fais le mort mais que c'est quand même pas la même histoire. Ah non, c'est pas du tout la même histoire, même si effectivement, je redonne vie en quelque sorte à un mort, ce qui peut paraître un petit peu délirant. Mais je voulais aller gratter comme ça l'esprit humain quand il est torturé par un grand drame. Est-ce que l'esprit est capable de mettre en œuvre pour lutter contre la douleur ? Alors pour qu'on comprenne mieux, c'est en fait l'histoire de deux filles, donc qui sont deux sœurs. Il y a Mathilde, il y a Constance, et donc l'héroïne, dont on sent que vous êtes très proche, enfin qui est très proche de la narratrice en tout cas. L'héroïne a aimé un homme qui n'est plus, qui est mort, et puis elle aime un autre homme, et cet homme qui est mort, qui s'appelle Guillaume, revient. Alors on ne sait pas trop si c'est dans ses cauchemars, dans ses rêves, dans ses espoirs. Il revient, il s'installe même complètement. Oui, il s'installe. Bon, je pense qu'elle le laisse s'installer, en fait. Elle reçoit cette nouvelle comme un énorme choc. Elle apprend donc qu'il est mort. Elle ne l'accepte pas. Je pense que c'est la seule similitude que j'ai avec Mathilde, enfin peut-être quelques traits de caractère. Mais en dehors de ça, j'ai une profonde aversion pour la mort. Alors c'est pas très original, hein, vous allez me dire, je connais peu de gens qui aiment la mort, mais alors moi c'est vraiment comme les enfants, je la refuse. Et elle est dans ce schéma de pensée-là, c'est-à-dire que pour elle c'est inacceptable. Alors est-ce que du coup elle va mettre en place les mécanismes qui vont permettre à cette espèce de mort-vivant, de fantôme, de revenir et de prendre une place terriblement importante, c'est-à-dire qu'elle va le voir. Elle va le voir plus uniquement dans ses rêves, mais aussi dans ses jours. Voilà, vous habitez la Guyane, il y a un rapport entre ceci et cela, parce que bon, on sait que par exemple en Haïti il y a une tradition du culte vaudou, c'est pas le cas en Guyane. Non, c'est pas le cas. Et puis j'ai commencé à l'écrire alors que j'étais encore à Paris. J'ai terminé l'écriture là-bas. Alors c'est vrai que je l'ai terminé assez souvent dans des conditions un petit peu originales, parce que je partais en pirogue dans la forêt, et puis je l'écrivais dans la forêt, en carbet, ce qu'on appelle les carbets. Donc vous avez un hamac et Elodie Fondacci, donc vous allez nous parler de ce festival dont je renonce à donner le nom. Je pense que ce serait tellement plus facile de parler français, enfin c'est pas grave, mais qui est un festival intéressant et qui va se tenir à la Gaîté Lyrique. Voilà, ça s'appelle le Look Forward Fashion Tech Festival, et je suis un petit peu d'accord, ça pourrait être plus simple, moins branché, moins ridicule. Mais cette exposition est à la fois extrêmement amusante et assez fascinante, parce que ce Look Forward Fashion Tech Festival, eh bien c'est un salon prospectif en fait, qui veut montrer le futur de la mode. Bah oui, parce que look forward, c'est voir ce qui va se passer. Et ça scrute en fait ce que font un petit peu partout dans le monde, à la fois les créateurs, les startups, les inventeurs, les gens de la high-tech, parce que on comprend très vite que demain la mode sera technologique ou ne sera pas, ça c'est certain. Donc pendant 6 jours à la Gaîté Lyrique, les professionnels, les startups, les gens de la mode et puis surtout le grand public, puisque c'est à la fois gratuit et ouvert à tous, sont invités à venir voir un certain nombre de prototypes visionnaires, donc des créations complètement audacieuses, et à réfléchir, parce qu'il y a aussi des tables rondes, etc., sur comment va-t-on s'habiller demain en réalité. Ça m'intéresse, ça intéresse aussi évidemment. Et Cathy, qu'est-ce qui se dessine ? Alors, il faut comprendre que la mode n'est pas seulement superficielle ou futile, c'est que en fait c'est aussi un moyen d'expression sociale, sociétale, éthique, et c'est le reflet des grandes mutations de notre société. Je veux dire, quand les femmes se mettent en pantalon tout d'un coup, c'est évidemment parce qu'il y a une évolution de la société. Et bien là, ça s'empare donc de nos préoccupations. Et la première tendance, c'est l'écologie. Parce que on va dire que c'est une problématique majeure de notre société. L'engagement environnemental, ça a un impact évidemment sur la mode. Donc on va avoir par exemple, pour optimiser les ressources, des robes en matière recyclée, relativement banales, avec des matières inattendues. Par exemple, des protéines qu'on trouve dans le lait de vache. On va avoir des robes faites en impression 3D. Ça, c'est extraordinaire, très écologique évidemment. Ou aussi, en matière d'écologie, des robes qui fabriquent de l'énergie. Par exemple, en panneaux solaires. Mettez-vous 1 heure au soleil avec votre petite robe noire très élégante et vous pouvez recharger votre smartphone. C'est très utile. C'est très utile. Certaines robes vont stocker de l'énergie et vous les restituez. Mais c'est magnifique en plus, c'est pas du tout ridicule. Vont stocker de l'énergie et vous la restituez soit sous forme de chaleur, soit sous forme de lumière. Et puis des vêtements qui réagissent à l'environnement. Alors exactement, vous avez complètement raison. Avec des capteurs, certains vêtements vont s'allumer par exemple et vous informer de la pollution de l'air. Ou alors, dans l'autre sens,
tendance, des vêtements qui vont capter non pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur. Donc selon votre humeur, vos sensations, vos réactions. De montrer ça à tout le monde. Alors c'est ce qui est un peu bizarre, oui. mais ça peut être aussi une application pour aider aux relations sociales ou alors pour des trucs de rencontre, par exemple. Vous allumez quand... Je sens, il y a des ondes qui passent. Il y a des applications tout à fait drôles. Et puis moi j'ai trouvé qu'il y avait une autre grande tendance, c'est le vêtement qui protège. Alors ça va par exemple du manteau qui vous abrite des radiations, des ondes, ou même qui rend intraçable votre puce de téléphone, donc pour justement ne pas être espionné, au slip fait en fibre qui vous protège des ondes électromagnétiques pour ne pas nuire à votre fertilité, ou alors, un truc très drôle, une veste équipée de caméras de surveillance qui permet, si vous êtes agressé, de filmer à 360 degrés ce qui se passe et de le retransmettre sur le web, ce qui est évidemment très dissuasif, vous pensez bien. Alors rassurez-moi, ce sont des prototypes, ça n'existe pas encore. Alors non, mais ça existera. Ça existera, ou peut-être, en tout cas c'est là pour qu'on s'inspire, pour qu'on fabrique, pour qu'on vende, et justement tous ces professionnels de la mode sont là aussi pour réfléchir comment on va faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va vers un corps augmenté. Vous nous aviez parlé, Philippe, il y a quelques semaines de ces chemises qui captaient par exemple pour la les musique sourds, pour les sourds. Voilà. On va vers des vêtements qui vont être... Il y aura des interactions entre le virtuel et le physique, c'est-à-dire qu'on ressentira dans ces vêtements ce qui se passe, ce qui est envoyé par des personnes ou des objets virtuels. Et là encore, les applications sont assez foisonnantes d'ailleurs. Bon, c'est à la Gaîté Lyrique, c'est donc jusqu'à la fin du week-end. Gratuit, ouvert à tous, je le redis. Voilà, merci beaucoup Élodie. Dans un instant, Culture Connexion, donc avec Philippe Gau. Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. Alors donc c'est tous les jeudis, on le sait bien, l'actualité culturelle numérique, donc sur les réseaux sociaux, partout, sur le web. Vous nous emmenez à Versailles pour commencer. Oui, dans la Cité Royale, en effet Patrick, car s'y déroule jusqu'à samedi soir, donc la 22e édition du Mois Molière, cette manifestation qui est supervisée par le maire de Versailles, François de Mazières, que vous aviez reçu à l'occasion de celle de l'an dernier, et qui offre au public depuis le 1er juin plus de 250 spectacles théâtraux, dont la plupart sont accessibles gratuitement, 2/3 à peu près. Et cette année, les organisateurs ont eu la bonne idée de confier à une start-up locale qui s'appelle Big Up, B2EKUP, la conception d'une application qui permet, grâce à un système de géolocalisation, de repérer sur son smartphone ou sur une tablette tous les lieux de spectacle, il y en a 21 au total de ce mois Molière, d'obtenir des informations sur les représentations et même d'écouter, lorsqu'on passe justement devant un de ces 21 points, l'histoire du lieu recensé racontée par des comédiens de 2 compagnies qui sont résidentes de la ville, c'est-à-dire abritées par la ville de Versailles. Voilà, Molière, donc le mot Molière, c'est jusqu'à samedi à Versailles. Exactement. Et comme on le sait, 2 jours après, il n'y aura pas Molière, mais il y aura le président de la République qui va arriver pour s'exprimer devant le Parlement réuni en congrès. Voilà, si apparemment vous voulez aussi court-circuiter Édouard Philippe, il n'y a pas de coup. Pas du tout, Patrick. Au contraire, car en furetant sur le site de l'Assemblée nationale, j'ai découvert toute une section consacrée aux grands discours qui ont été prononcés devant les députés. Alors c'est une formidable rétrospective qui montre la richesse. Les discours à l'Assemblée, donc. Devant les députés, en tout cas. Pas forcément au Palais Bourbon, parce qu'il y en a eu à Versailles, évidemment, parce que les premières assemblées étaient à Versailles en 1789. Donc c'est formidable. Il y a une richesse en termes d'éloquence et d'écriture incroyable de la part de nos hommes politiques. On y retrouve ainsi les échanges entre les députés lors de cette fameuse première réunion de la première Assemblée nationale en juin 1789 au château de Versailles. Alors, aux injonctions du roi énoncées par le marquis de Dreux-Brézé, Bailly, qui était le doyen du tiers-état, avait répliqué « La nation assemblée ne peut recevoir d'ordre » et Mirabeau d'ajouter le célèbre « Nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes ». Bon, mais il n'y a pas le son, ça c'est quand même uniquement... Là, il n'y avait pas encore, c'était pas encore enregistré, il n'y a pas encore des robes micro, des costumes micro. Il y a un peu plus tard Danton, en 92. Danton, qui en 1792, lui déclame de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. On entendra au perchoir d'autres illustres hommes politiques, mais également des grands noms de la littérature et des sciences s'exprimer devant les députés, Tocqueville, Arago par exemple, mais aussi Chateaubriand et Lamartine, l'un des premiers à s'interroger sur la peine de mort avant que Victor Hugo ne plaide pour son abolition, c'était en 1848, avec cette vibrante conclusion, législateurs, économistes, publicistes, criminalistes, je veux vous pousser par les épaules dans les nouveautés fécondes et humaines, comme on jette brusquement à l'eau l'enfant auquel on veut apprendre à nager, vous voilà en pleine humanité, j'en suis fâché, nagez, tirez-vous de là. Ah, on aurait bien aimé